Bonjour à tous, je m'appelle Oussama Ammar, je suis l'un des 3 cofondateurs de The Family. Alors pour les gens qui ne connaissent pas The Family est une société d'investissement qui prend des participations dans des startups de croissance, aujourd'hui à Paris et puis depuis 15 jours à Barcelone et j'espère dans 18 mois dans toute l'Europe. The Family, c'est 350 startups accompagnées sur les 2 dernières années. C'est 202 qui ont survécu en 2 ans. Le cimetière se remplit vite dans ce monde-là, pour reprendre l'expression. C'est 50 aujourd'hui startups que nous, on considère être des champions. Et c'est une dizaine de startups qui valent plus de 50 millions d'euros au dernier tour de table. Donc ça, c'est les résultats. La valeur totale de notre portefeuille, c'est plus de 830 millions d'euros en 2 ans. C'est un chiffre exceptionnel. Très souvent, nous, quand on voit les grands groupes vouloir se prendre le sujet startup à bras-le-corps, ça nous fait penser à des gens de droite qui s'essayent au rap. Tout de suite, ça sonne faux, on sent bien qu'il n'y a pas de sincérité, qu'il n'y a pas d'intensité et que finalement, c'est que des sujets de com. Et alors, ce que j'aimerais faire ce matin, c'est essayer d'un peu de sortir des sujets de com, de sortir un peu de tout ce que vous entendez à longueur de journée et qui nous casse tous les pieds. Parce que moi aussi, en fait, j'en ai marre d'entendre parler des startups, j'en ai marre d'entendre parler de l'innovation, j'en ai marre d'entendre parler de tout ça, parce que c'est toujours et toujours la même rengaine. Alors, cette rengaine, elle vient d'où? Elle vient d'une confusion assez simple, en fait, qui est faite dans la plupart des pays. C'est pas seulement la France. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir, quand John Chambers vient à Paris et dit qu'il y a plein de startups et que c'est formidable, on se demande s'il dit ça parce qu'il le pense ou parce qu'il cherche des contrats gouvernementaux extraordinaires et qu'il s'est dit que, toute évidence, la France était obsédée par les startups, comme à peu près tous les pays qui ont des problèmes. Si vous allez, par exemple, en Espagne, on vous parle que de startups à longueur de journée. Il y a 20% de chômage. On n'a aucune idée de comment sortir de cette situation économique, donc on dit les startups. Alors les startups, c'est un peu ce mirage où les gens construisent autour en se disant les startups nous sauveront, les startups sont la solution à tout, les startups sont notre avenir, les startups sont... Et en fait, on se demande bien, mais comment? Alors, la confusion, elle vient de quoi? Elle vient de penser que les startups sont un sujet d'innovation et de technologie. Les startups ne sont pas un sujet d'innovation et de technologie. Les startups sont un sujet de croissance. Par exemple, on a une de nos startups qui s'appelle Save, qui hier a gagné le prix BFM Award, je ne sais pas quoi là. Et Save, par exemple, n'a rien d'innovant. Save répare des téléphones portables, comme à Montgallet. Ils le font plutôt bien, les gens sont plutôt contents. Ils gagnent beaucoup d'argent. C'est une société qui est passée de 0 à 3 millions d'euros de chiffre d'affaires par mois sur les 18 derniers mois. C'est une société qui est passée de 0 à 400 salariés en 12 mois, qui sans doute sera 2000 salariés dans 12 mois. Donc ça, c'est une start-up. Une start-up ne se définit pas par la technologie, elle ne se définit pas par l'innovation, elle se définit par la croissance. Et alors la croissance, c'est un concept qu'on a oublié en France. Et on l'a oublié, parce que ça, c'est le deuxième sujet dans les startups. Et vous allez voir qu'on va boucler avec le sujet du jour. C'est que les startups sont un sujet de croissance qui ne commence et finit que par les RH. Les startups se définissent par un cœur RH unique, c'est qu'elles attirent des talents que personne d'autre n'a. Alors il y a des raisons historiques à ça. La première, c'est que les startups ont été avant tout le royaume des rebelles. Des rebelles parce que finalement la plupart des gens qui travaillent dans des startups n'auraient jamais pu travailler ailleurs. J'ai jamais travaillé pour personne, j'ai jamais fait de CV de ma vie, j'ai jamais été en entretien, j'ai jamais été soumis à la moindre autorité ou fait le moindre reporting de ma vie. Et je vous jure que je souhaite à personne d'un jour me mettre dans une situation de reporting. Je pense que ça doit être terrible, je dois être complètement ingérable et insupportable. Et on voit bien qu'en ce moment, il y a une grande tension entre cette génération rebelle et la génération précédente dans la gestion. D'ailleurs, il suffit de lire la presse en ce moment, il n'y a pas une semaine qui se passe sans qu'on lise un article sur le stagiaire incompréhensible, cet extraterrestre de la génération Y, Z, XYZ, peu importe. Et en fait, derrière tout ça, il y a quelque chose qu'on ne veut pas voir, et qui est finalement quelque chose d'assez dur à entendre, mais que je vais vous dire, c'est que vous le vouliez ou non, il y a un conflit de génération. Que vous le vouliez ou non, il y a une génération qui s'est sentie trahie par la génération précédente, et c'est la mienne. Ma génération s'est sentie trahie par la génération précédente pour un sujet tout bête, c'est qu'on lui a raconté qu'il y avait un chemin très simple dans la vie, qu'il suffisait d'aller dans une grande école, comme par exemple le M Lyon, d'obtenir un bon diplôme, et que le reste de la vie coulera. Et alors, le problème, c'est que c'est plus vrai. C'est plus vrai, pourquoi? Parce que le monde est devenu incertain. Le monde est passé d'un monde linéaire à un monde exponentiel.
Et ce monde exponentiel, par définition, quasi ontologique, est incertain. Incertain non pas dans le sens où il est dangereux, où vous ne pouvez pas mettre une valeur morale derrière ce mot incertain. Incertain tout simplement dans le sens où il n'est plus possible de prédire l'avenir. C'est devenu impossible. Pourquoi ? Parce qu'on n'appréhende pas les exponentiels, on ne comprend pas les exponentiels. Par exemple, à Sciences Po, il y a un jeu que j'aime beaucoup faire avec mes étudiants. Ouais, je n'ai pas de calculette, je ne peux pas vous le faire, moi j'ai plus de batterie sur mon téléphone. Mais je vais vous le faire de tête. Si je vous dis, si je vous donne la valeur d'exponentielle en 1, qui est 2,13, que je vous donne la valeur d'exponentielle en 10, qui est 143, et que je vous dis c'est quoi la valeur d'exponentielle en 100, et que je demande aux gens de deviner, les gens disent c'est 1 milliard, c'est 100 millions, c'est 50 millions. En fait, la valeur en 100, c'est plus de 100 milliards. Je ne me souviens plus du chiffre exact, mais je crois que c'est 143 milliards, 830 milliards. Je n'arrive même pas à m'en souvenir moi-même, parce que le chiffre est tellement absurde et tellement grand qu'il démontre ce qu'est une exponentielle. Une exponentielle, c'est quelque chose qui est toujours décevant au début. Et la technologie, les startups, l'innovation ont toujours cet effet déceptif au début parce qu'on leur attribue des caractéristiques et des promesses qu'elles ne sont pas capables d'atteindre. Mais une fois qu'elles ont atteint un tipping point, une fois qu'elles ont atteint leur point d'inflexion et que l'exponentielle démarre, elles sont plus prédictibles. Par exemple, imaginez que vous soyez un investisseur et que vous tombiez face à Uber. Qui utilise Uber dans la salle? Ça, j'adore. Qui aime les taxis? Non, je rigole, ne levez pas la main. Si vous prenez Uber la première année, Uber, c'est quoi la première année? C'est une société de limousine à San Francisco qui a une centaine de voitures et qui balade à peu près 50 mecs riches à travers la ville avec un service un peu mieux que les taxis et une bouteille d'eau à l'arrière. Vous tombez face à ça, vous vous dites quoi? Vous dites vraiment, en face de moi, j'ai le leader qui va remettre en cause l'industrie du taxi à travers le monde. Prenez Uber la deuxième année. La deuxième année, c'est une société qui est dans 4 villes et qui a 1 millier de voitures à peu près au total. La troisième année, on parle d'une société qui a 100 000 voitures dans le monde. Et la quatrième année, on parle d'une société qui a 1 million de voitures dans le monde. Et cette année, ils vont passer de 1 à 3 millions de voitures dans le monde. Ça, c'est une croissance exponentielle. C'est-à-dire qu'elle n'est pas prédictible, elle n'est pas envisageable, elle n'est même pas en plus compréhensible. C'est-à-dire que les gens qui font des startups finissent par embaucher des gens qui sont tellement spécifiques et tellement doués qui font des choses qui paraissent impossibles. Je vais vous donner un exemple. Et vous allez voir à quel point tout se joue dans un sujet RH. Prenons l'exemple de, vous êtes chef des opérations chez Uber. Uber avait un plan extrêmement agressif d'ouvrir une ville tous les 3 mois. C'était le plan chez Uber. Pour ouvrir une ville en 3 mois, il faut des talents. La vision classique de l'expansion internationale, c'est vous allez sur place, vous trouvez un partenaire local, quelqu'un qui connaît bien le marché, vous l'embauchez et vous essayez de monter vos opérations de zéro. Ça, c'est la vision extrêmement classique. C'est comme ça que font toutes les entreprises. Uber s'est dit, d'abord, ils n'avaient pas l'argent au début pour embaucher localement. Maintenant, ils ont beaucoup d'argent, mais au début, ils n'avaient pas l'argent. Donc, ils se sont dit, plutôt que partir de zéro, on va envoyer la personne qui a lancé la ville précédente dans la nouvelle ville et on va embaucher quelqu'un pour gérer la ville précédente. Parce que c'est plus facile de trouver un gestionnaire qu'un créateur. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, quand on va arriver dans cette ville, quand on va arriver dans cette nouvelle ville, on va apprendre plein de choses et donc on va envoyer la personne lancer les villes les unes après les autres. Aujourd'hui, la launching team d'Uber est capable de lancer une ville en 48 heures. 48 heures. Est-ce que vous pensez que c'est prédictible? Est-ce que vous pensez que c'est imaginable? Quel âge a le dirigeant de l'international Uber et qui est-elle? Elle, pour info. C'est une femme, elle a 27 ans. 27 ans. Elle dirige les opérations de Uber à travers le monde pour l'ensemble de la logistique et du lancement des villes. Ce qu'ils appellent la launch team. 27 ans, une femme. Pourquoi? Tout simplement parce que le rapport des RH chez Uber n'est pas un rapport orienté expérience ou diplôme. C'est un rapport orienté aptitude. Et quand on est dans l'aptitude, qu'est-ce qu'on a? On a quelqu'un qui est là depuis le début, qui a grandi en même temps que la société, qui a appris dans des conditions extrêmement dures des choses que personne n'aurait pu apprendre, ni dans ses études, ni dans une expérience professionnelle classique, et qui donc se retrouve à être une singularité à 27 ans. Une singularité. Et c'est là où je veux en venir. C'est que pourquoi les entreprises traditionnelles ont tellement de mal à comprendre les startups? Pour 3 raisons très simples.
La première, c'est qu'elles ne comprennent pas la singularité et en termes d'institution, elles ont plutôt des haines de la singularité. Quand on est dans un grand groupe, on ne sort pas du lot. On n'aime pas les rockstars, on n'aime pas les ninjas, on n'aime pas, mettez à peu près n'importe quel cliché et quel mot cliché que vous voulez derrière, on n'aime pas ça. Mais pourtant, ces clichés ont quelque chose de très important, c'est qu'ils reflètent tout simplement une réalité, c'est que ces gens sont indéfinissables et inclassables. Et ils ne le sont pas parce qu'ils ont des pouvoirs magiques, ils le sont tout simplement parce qu'ils ont une vie qui les a amenés à développer des compétences qui ne sont pas courantes. Prenons un exemple très simple, moi. J'ai commencé à travailler, j'avais 12 ans. J'ai vendu ma première société, j'avais 15 ans. À 18 ans, je savais ce qu'était le M&A, j'avais déjà fait des transactions et j'avais déjà levé des fonds. À 21 ans, j'ai fait faillite. Et des faillites, je vous assure, comme celle-là, il y en a peu. J'ai pris extrêmement cher, comme disent les jeunes. Et à 23 ans, je suis parti dans la Silicon Valley, je suis resté jusqu'à l'âge de 26 ans. Et à 26 ans, j'ai créé The Family. Aujourd'hui, j'ai 29 ans. Ça veut dire que derrière moi, j'ai déjà 17 ans d'expérience. 17 ans d'expérience extrêmement intense, 17 ans d'expérience extrêmement dure, 17 ans de combat où à aucun moment j'ai eu qui que ce soit qui m'a aidé ou qui que ce soit qui m'a apporté autre chose que finalement des gens extraordinaires qui en chemin ont aidé à bâtir tout ça. Mais à tous les moments, c'était des décisions individuelles et solitaires. Parce que c'est ça la vie d'une singularité. Et des gens comme moi, en France, il y en a très peu. À chaque fois que je raconte mon histoire en France, les gens sont étonnés, trouvent ça exceptionnel, etc. Pour raconter cette histoire dans la Silicon Valley, very average story. Mais vraiment. Genre, sérieux, mais t'as pas fait un demi-milliard? Mais attends, tu dors ou quoi? Et donc résultat, elle est là la perspective. La première chose, c'est que la singularité définit les startups et chaque entrepreneur a par définition une histoire singulière. D'ailleurs, c'est pour ça que les entrepreneurs, traditionnellement, sont souvent des gens qui n'avaient pas le choix. Les gens deviennent très rarement entrepreneurs par choix. C'est en train de changer. L'entrepreneuriat est en train de devenir à la mode, c'est les nouvelles rockstars, tout ça, donc forcément ça attire. Mais jusqu'il y a très peu de temps, on devenait entrepreneur par absence de choix. Ce qui expliquait qu'ils avaient tous des histoires particulières, qu'ils avaient tous des histoires originales, qu'ils aient fait des études ou pas fait des études. À un moment, le fait d'être entrepreneur se définissait par un acte de rupture, un acte de rébellion. La deuxième chose, c'est que les startups, parce que structurellement, elles n'ont ensuite pas le choix, elles attirent à eux des profils qui sont très originaux. Elles attirent à eux des gens qui cherchent la liberté, elles attirent à eux des gens qui cherchent une raison d'être plutôt qu'un travail, elles attirent à eux des gens qui sont drivés par l'ego, elles attirent à eux des gens qui sont exceptionnels, et pour une raison très simple, c'est qu'à aucun moment, rejoindre une start-up est un choix assez raisonnable. Je peux vous raconter une anecdote. J'ai une cousine éloignée, alors que je connais assez mal malheureusement, j'aimerais bien mieux la connaître, qui a été la 7e employée d'Amazon. Je peux vous dire que je me souviendrai toute ma vie, j'avais 12-13 ans, de la conversation avec ses parents. J'ai fait Duke University et je vais travailler pour une librairie. Et je vais travailler pour une librairie en ligne pour un type qui s'appelle Jeff Bezos à Seattle. Tu vas voir, maman, c'est génial, ce type est extraordinaire. Et avec la mère terrifiée qui lui dit, on a payé Duke University pour ça. Je viens d'un village qui s'appelle Messel Jabel, c'est au fin fond de la montagne libanaise. On ne paye pas Duke University, ça coûte cher, Duke University, d'envoyer quelqu'un. Et quand cet enfant vient vous annoncer qu'il rejoint une librairie en ligne, d'un seul coup, ça crée des drames familiales. Je peux vous dire que personne ne le regrette, ce drame familial. Ni sa mère, ni elle, etc. C'était plutôt une bonne position à avoir. Mais ça ne veut pas dire que c'était prédictible que c'était une bonne position. Elle était portée par quelque chose qui était plus fort qu'elle, par une envie, par une volonté. Et pour elle, c'était une fascination pour un type qui s'appelle Jeff Bezos. Alors ça peut paraître fou, mais c'est ce que les gens font dans le milieu des startups. Ils font des choses folles. Ils prennent des décisions non pas parce qu'elles sont rationnelles, mais tout simplement parce qu'elles sont portées par le cœur. Et la troisième caractéristique unique dans les RH des startups, c'est qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, qu'on l'accepte ou pas, le savoir est devenu une commodité. Et je pense que dans la salle, il y a énormément de gens qui ne sont pas d'accord avec cette phrase. Énormément de gens qui pensent que ce qu'ils savent, leur expérience, leur savoir, etc., est quelque chose d'important.
Et pourtant, moi, j'appartiens à une génération, on peut appeler la génération tuto. À peu près tout ce qu'on ne sait pas s'apprend en ligne. Tout ce qu'on ne sait pas s'apprend. Et ça, c'est une grande différence. Moi, par exemple, je me souviens quand on allait en bibliothèque ou en CDI chercher des livres, ça paraît loin. Vous prenez n'importe qui qu'aujourd'hui a moins de 18 ans, ne s'en souvient absolument pas, ne sait même pas ce que ça veut dire en fait, aller dans une bibliothèque. Et pourtant, c'était le lieu du savoir et le savoir était quelque chose de dur, d'inaccessible, etc. Prenons une start-up de The Family au hasard, Agricool. Vous pouvez aller voir agricool.co, c'est le premier conteneur de production de fruits et légumes bio en centre-ville et automatisé. C'est-à-dire vous mettez un conteneur, le premier conteneur est porte de Bercy, en face du cinéma MK2. Vous avez un conteneur, à l'intérieur il y a des fraises qui poussent, le tout est automatisé et ce conteneur produit des fraises bio, sans polluants, sans pesticides et qui en plus ont un goût, ça fait très longtemps que vous n'avez pas mangé des fraises pareilles. Prenons cette start-up. Les gens à chaque fois me disent « Ah, ça devait être des ingénieurs en agronomie extraordinaires ». Oui, c'est ça, bien sûr, oui, c'était des ingénieurs en agronomie extraordinaires. Non, c'est juste deux types qui ont un jour vu une vidéo de The Family. Et dans cette vidéo, on explique quelque chose qui nous étonne à The Family. Quand on analyse les filières, on dit c'est marrant que l'agriculture, je ne sais pas si vous le savez, mais à peu près 80% de l'argent que vous dépensez pour vous nourrir va dans le transport. À peu près 80% de l'argent que vous dépensez pour vous nourrir va dans le transport, ce qui est absurde, ce qui n'a pas de sens. Et les coûts du transport ne vont pas se réduire sur un horizon court, parce que même si le pétrole baisse, en fait, il y a des raisons très structurelles au fait que les prix du transport et des prix de la logistique montent. Donc, dans cette vidéo, on dit si quelqu'un arrive à produire en centre-ville, ce serait vachement bien. Et d'ailleurs, on dit une connerie pas possible, on dit oui, on installera des fermes sur les toits. Parce qu'à peu près comme tous les gens qui ont une vision caricaturale de l'agriculture urbaine, on se dit bah, on a des toits, on va mettre des légumes sur le toit et on va vivre dans cette communauté hippie, heureuse, où on produira nos propres fruits et légumes. Et eux, ils sont venus, nous ont expliqué que bon, d'abord, on était complètement cons, parce que un toit, c'est pire que la campagne. En plus du fait de ne pas maîtriser la température, l'hydrométrie, etc., en plus, il y avait la pollution. Donc, ce n'était pas terrible, en fait, de produire sur les toits, effectivement. Et ils nous ont dit, il y a un objet extraordinaire, ça s'appelle le conteneur. Le conteneur, on peut contrôler la température, on peut contrôler la luminosité, on peut contrôler l'eau, on peut créer un environnement artificiel qui est mieux que la nature. Et on peut créer un environnement dans lequel poussent toute l'année des fruits et légumes en centre-ville et sans aucun problème. Ce n'est pas de la science-fiction, je vous assure, vous pouvez aller voir Parc de Bercy, il y a un conteneur qui produit des fraises. Il y a déjà une liste d'attente pour acheter des fraises. Résultat, qu'est-ce qui est intéressant dans cette start-up? Ce qui est intéressant dans cette start-up, c'est qu'à peu près tout ce qu'ils ont appris pour construire ce conteneur, ils l'ont trouvé en ligne dans des tutoriels. Après, ils ont eu deux coups de génie. Premier coup de génie, c'est d'arriver à assembler tout ça. Alors ça, effectivement, c'est pas parce que tout s'apprend qu'on arrive à tout apprendre. C'est-à-dire que la différence, avant la personne intelligente était la personne qui savait des choses. Il y avait une confusion entre le savoir et l'intelligence. Maintenant que le savoir est devenu une commodité, on reconnaît réellement l'intelligence des gens, leur capacité à transformer ce savoir en quelque chose d'opérationnel. Et le deuxième coup de génie, c'est qu'ils ont réussi à faire tout ça avec des moyens très très limités, parce que comme ils n'ont pas d'argent, comme ils n'ont pas levé d'argent, parce que vous imaginez le discours, vous venez voir un investisseur et vous dites je vais faire des conteneurs pour produire des fruits et légumes. En fait, c'est exactement comme traverser la Manche sur un radeau, faire ça. C'est-à-dire quand vous êtes sur le bord et que vous allez traverser, les gens vous disent waouh, c'est incroyable, c'est un héros, il va traverser la Manche. Quand vous êtes arrivé de l'autre côté, à nouveau, les gens vous considèrent comme un héros et se disent oh là là, il a traversé la mer sur un radeau. Mais quand vous êtes au milieu de l'eau et que les gens passent sur leur yacht, ils se disent mais c'est qui ce fou? Qu'est-ce qu'il fait là? Monte, il fait froid, ne reste pas là. Et dire à des gens je vais produire dans un conteneur des fruits et légumes, quand vous avez l'idée, ça sonne bien. Quand vous l'avez fait, ça sonne encore mieux. Mais quand vous êtes en train de le faire et que vous allez voir les gens pour trouver de l'argent, c'est pas acquis. Donc ils ont fait ça pour moins de 50 000 € avec leurs économies et ils sont partis en construction. Et alors, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire sur ce cas-là? Ce qui est extraordinaire, c'est que si vous regardez à peu près toutes les sociétés qui essayent de faire ça à travers le monde, Monsanto et tous les départements d'innovation, ils ont mis 50 ingénieurs autour de la table, ils ont des plans, ils ont des projets, ils ont des méthodes, ils ont tout ça, mais ils n'ont toujours pas goûté une fraise. Agricool, ils ont commencé en juin dernier.
En juin dernier. En juin dernier, ils n'avaient aucune idée de comment ils allaient faire. Juin, juillet, août, septembre, octobre, le premier conteneur est installé. Et vraiment, en juin dernier, ils ne savaient rien. Ils étaient juste enfants d'agriculteurs, donc ils savaient à peu près, comme ils disent, ils avaient à peu près faire pousser des choses et ils avaient à peu près la main verte. Mais après, le reste, c'était un grand mystère. Et bien ça montre où est la menace pour les grands groupes. Vous pouvez vous dire qu'à peu près n'importe quel de vos métiers, n'importe quelle de vos unités, n'importe quel de vos sujets peut, à un moment ou un autre, être attaqué par des gens qui se motivent et qui lisent des tutoriels en ligne. Et il n'y a rien qui est épargné. Et que même les industries qui, avant, étaient capitalistiquement intensives et qui avaient l'impression d'être extrêmement protégées grâce à ça, sont en train d'être confrontées à un deuxième bouleversement. C'est qu'en plus de ce bouleversement en RH, il y a un bouleversement capitalistique. Ce bouleversement capitalistique, qu'on n'a pas vu venir, et que certains qualifient d'une bulle, c'est que le capital est devenu une commodité. Si vous voulez comprendre la révolution numérique, il faut comprendre la commoditisation du monde. Parce que tout est en train de devenir une commodité. Le spécial, l'unique, c'est les gens. Mais tout ce qu'il y a autour des gens est en train de plus en plus de devenir une ressource abondante, disponible. Et l'une d'entre elles, c'est le capital. Par exemple, vous avez tous entendu parler de la levée de fonds de Blablacar. Et alors, il y a un truc qui m'a marqué dans la levée de fonds de Blablacar, c'est que l'article des Échos, que je pense beaucoup de gens dans cette salle ont lu, était accompagné d'une interview de Frédéric Mazella. Et dans cette interview, il y a une question qui m'a frappé. La question, c'était comment avez-vous convaincu des investisseurs pareils d'investir chez vous? Et j'ai trouvé ça génial, parce que nous, on a vécu la levée de Blablacar comme des gentils spectateurs. Et on a vu, c'est pas une de nos startups malheureusement, ils ont été créés il y a 13 ans, on n'était pas encore prêts à cette époque-là. Nous, on a vécu la levée de Blablacar comme des spectateurs, et on a vu les investisseurs, les uns après les autres, supplier pour avoir un rendez-vous avec Frédéric Mazella, pour avoir 5 minutes d'attention pour Frédéric Mazella, pour essayer d'avoir le droit de mettre leur argent dans cette entreprise. Comme on voit les gens supplier pour mettre dans Save, comme on voit les gens supplier pour mettre dans Agricool. Pourquoi? Parce que les startups aujourd'hui, il n'y en a que deux types. Il y a celles dans lesquelles tout le monde veut investir, il y a celles dans lesquelles personne ne veut investir. Et il n'y a rien au milieu. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand, à partir du moment où vous avez passé la barre et que vous êtes en position de pouvoir lever des fonds, vous êtes dans une position de pouvoir choisir quel type de fonds vous allez lever. Et donc, ça veut dire que l'avenir de l'investissement est un métier à très très forte valeur ajoutée. Et le problème, c'est que les gens qui font ce métier de l'investissement, ils ne sont pas habitués à être séduisants, à avoir de la valeur ajoutée, etc. C'est-à-dire que quand on pense banquier, on ne pense pas tout de suite à la personne la plus apte à se vendre. Quand on pense fonds d'investissement, on pense surtout à personne qui essaie de vous évaluer, de vous auditer. Pas la personne qui essaie de vous séduire et de vous convaincre qu'il est la meilleure personne auprès de qui de prendre de l'argent. Pourtant, le renversement, il est là. Et ce renversement, il est beaucoup plus profond qu'on ne l'imagine. Et il ne fait que commencer. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas inimaginable que dans 10 ans, tout le monde dans cette salle mette de l'argent dans les startups. Parce que quand l'immobilier ne sera plus une classe d'assets acceptable, quand la bourse aura fini par, avec ses régulations, à faire que tout le monde sera redevenu privé, que quand personne ne voudra aller s'introduire, etc., et que les plateformes de crowdfunding risquent d'exploser et de devenir un vrai médium pour permettre à n'importe qui d'investir dans les startups, les investisseurs professionnels seront encore plus en concurrence contre de l'argent neutre, contre de l'argent aveugle qu'on ne contrôle pas. Et c'est ces deux choses, c'est le talent qui rencontre le capital qui produit un écosystème entrepreneurial. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que les grands groupes peuvent faire là-dedans? Alors, ça, c'est une question compliquée. Nous, on a quelques réponses à The Family. C'est malheureusement des réponses compliquées. On n'a pas 2 heures de conférence à consacrer sur le sujet. Mais j'aimerais juste vous mettre en garde contre quelque chose. On voit à longueur de journée des demi-solutions à ce problème qui sont proposées. À longueur de journée, des gens qui nous disent « je vais ouvrir un incubateur ». Alors, je ne sais pas qui ici dans son entreprise a ouvert un incubateur. Je pense même qu'il y a des gens qui sont responsables de l'ouverture de l'incubateur de leur entreprise. Je pense vraiment du mal de tout ça. Pourquoi?
Parce que si vous êtes un entrepreneur et que vous allez dans un de vos incubateurs plutôt que le nôtre, ça veut dire que par définition, vous êtes très mauvais. C'est pas plus compliqué que ça. Je veux dire, si imaginez, vous êtes un entrepreneur et vous dites, je rêve de rentrer à Y Combinator ou à The Family, ou je rêve de rentrer, je ne vais pas prendre d'entreprise, pardon, de rentrer à l'incubateur du grand groupe, machin, qui va me fournir des bureaux et des gens qui vont m'expliquer. Alors, pourquoi? Parce que les incubateurs de grandes entreprises sont une réponse trop simple à un problème trop compliqué. Et c'est souvent une confusion entre les causes et les conséquences. J'avais un prof de philo qui a raconté cette blague très drôle que j'adore. Il a dit, vous savez, Dieu a mis les vaches en Normandie parce que les mecs là-bas aimaient beaucoup cuisiner au beurre. C'est un cas typique de confusion entre une cause et une conséquence. Les gens cuisinent au beurre en Normandie parce qu'il y a beaucoup de vaches. Les vaches ne sont pas là parce que les gens aiment cuisiner au beurre. Alors c'est souvent, vous savez, c'est un corollaire un peu plus populaire, l'histoire de l'œuf et de la poule, on entend toujours ça, les gens disent « Ah, c'est un problème d'œuf et de poule ». Il faut savoir que la biologie a réglé ce problème au XXe siècle. L'œuf et la poule, c'est l'œuf en premier, parce que l'œuf est le résultat d'une modification génétique. Il n'y a pas de problématique d'œuf et de poule. Et c'est la même chose, en fait, dans les startups. Ça commence par un œuf, ça commence par un environnement favorable, et ça commence par un changement d'ADN. Et l'ADN, ça ne se change pas à coup de com'. La com', c'est formidable, il faut en faire, il faut parler au marché, il faut parler à la presse, etc. Mais si on est dans une schizophrénie où on pense que ce qu'on raconte suffit par rapport à ce qu'on fait, la porte à la Kodak, elle n'est pas loin. Et je vous invite tous à réfléchir, parce que tout à l'heure, on a eu cette introduction à coup de cimetière. Moi, ça m'a fait frissonner pour vous. Je me suis dit, oh là là, les pauvres. Kodak, il valait 55 milliards l'année avant de valoir zéro. Kodak n'est pas passé de 55 milliards de valeur en bourse à 50, puis 45, puis 40, etc. Non, non, on est dans la foudroyance. C'est-à-dire qu'on passe de 55 au dépôt de bilan. Et véritablement, ça s'est passé en moins d'un an. Et vous savez qui a inventé l'appareil photo numérique? C'est ça l'histoire la plus drôle dans Kodak. C'est Kodak. Exactement. Et vous savez ce qu'on a dit au type qui a inventé l'appareil photo numérique? Cache ça, ça va nous faire perdre des parts de marché. Parce que finalement, c'est le problème de l'innovation, c'est que l'innovation, si ce n'est pas nous qui l'inventons, c'est quelqu'un d'autre qui l'invente. Et il faut choisir, est-ce qu'on se coupe un bras ou est-ce qu'on se coupe la tête? Et vous avez vu, ça c'est un choix difficile. Imaginez, je vous dis, pour survivre, soit vous mourrez, soit vous coupez un bras et vous avez 15 minutes pour vous couper le bras. Qui ici va se couper le bras? C'est très compliqué comme question. D'ailleurs, ça a même donné un film extraordinaire de ce type tombé, je ne sais plus où, qui doit se couper la main. J'ai oublié le nom du film. Mais c'est la même chose. Et c'est ça le problème du numérique, c'est ça le problème de la disruption. Le problème de la disruption, c'est qu'on n'est pas dans des choix faciles. Pourquoi? Parce que vos organisations ne sont incapables d'attirer les talents dont vous avez besoin pour la prochaine génération. Je vais vous prendre un exemple de talent. Qui connaît ici la plateforme Coursera? Ça m'intrigue. Ok. Donc on a à peu près 20% des gens qui connaissent Coursera. Alors, un chiffre sur Coursera. Coursera, c'est une plateforme qui a à peu près 28 mois maintenant. Et Coursera, on parle de 15 millions de personnes tous les mois qui viennent et qui apprennent des choses en ligne. Prenons un cours sur Coursera. CS 101. CS 101 est le cours d'intelligence artificielle le plus approfondi et compliqué du monde. C'est le cours d'intelligence artificielle de Stanford. Quand vous êtes en computer science à Stanford, vous ne prenez pas ce cours parce que vous avez peur de vous prendre une mauvaise note et que ça impacte votre diplôme et votre GPA. Vous savez, les étudiants américains sont extrêmement stratèges dans les cours qu'ils prennent, étant donné que les profs sont notés. Donc, ils ont une information sur quel prof est sévère, quel prof n'est pas sévère. CS 101 est fait par une légende de l'intelligence artificielle. Donc, quand vous êtes une légende dans une fac américaine, vous pouvez vous permettre ce qu'aucun autre prof peut se permettre, c'est-à-dire maltraiter les élèves. Et donc, les gens sont terrorisés. Combien de gens, sur une promo d'à peu près 1000 personnes par an, combien de gens suivent ce cours à Stanford? Entre 30 et 40 personnes. C'est-à-dire qu'il y a à peu près une dizaine de mecs qui se sont levés trop tard pour s'inscrire ailleurs, donc ils ont fini dans ce cours terrorisé. Il y a à peu près une dizaine de mecs qui sont fascinés par l'intelligence artificielle, alors eux, ils sont très contents d'être là. Et puis après, vous avez toutes les nuances de gris entre ces-là qui font les 20 autres, un mélange entre hasard et passion. 40 personnes.
Coursera a mis ce cours en ligne. C'est l'un des premiers cours que Coursera a mis en ligne. Donc ils ont fait quoi? Ils ont mis une caméra et ils l'ont produit. Vraiment, d'ailleurs, ça me fait rire parce que les gens disent toujours « mais où est l'innovation ?» Bah oui, il n'y a pas d'innovation. D'ailleurs, on s'en fiche de l'innovation. Vous n'imaginez pas à quel point l'innovation n'est pas le critère. Le critère, encore une fois, c'est la croissance. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en termes de croissance? Bah, des centaines de milliers de personnes se sont inscrites à ce cours. 200 000 pour être exact. Sur les 200 000, combien l'ont suivi? 100 000. Sur les 100 000, combien l'ont fini? 50 000. Sur les 50 000, combien ont réussi à passer l'examen? 5 000. Et sur les 5 000 qui ont passé l'examen, il faut savoir qu'il y en a plus de la moitié qui ont moins de 18 ans. Moins de 18 ans. C'est-à-dire que vous avez 2500 personnes dans le monde. 2500. On passe de 40 à 2500. Ce n'est pas un petit choc. Ce n'est pas un détail. Ce n'est pas une anecdote. On passe de 40 à 2500 personnes qui suivent le cours d'intelligence artificielle le plus exigeant du monde, qui en plus passent le même examen que les élèves de Stanford, le réussissent et ils ont moins de 18 ans. Ces gens-là, ils vivent où? Ils ne vivent pas en France. Parce que les gens de moins de 18 ans en France, ils ont à peu près 40 à 45 heures de cours par semaine au lycée, à écouter des cours qui ne servent à rien, leur serviront strictement à rien, qui ne leur apprennent rien du tout, pour une seule raison, être sélectionnés pour rentrer en prépa et aller dans des grandes écoles. Vous vous souvenez de l'histoire. Résultat, qu'est-ce qui se passe? Où sont les gens qui passent ces cours et ces certifications? Eh bien, ils sont dans le tiers-monde. Et ils sont dans le tiers-monde parce que dans le tiers-monde, ils n'ont pas 45 heures de cours par semaine. Ils sont laissés et livrés à eux-mêmes, ce qui n'est pas une chance. Ils n'ont pas les infrastructures nécessaires pour les éduquer, mais résultat, une infime minorité d'entre eux apprend par eux-mêmes. Et parce que cette infime minorité a accès à quelque chose d'unique, la gratuité des cours en ligne sur Coursera, vous imaginez Stanford gratuit, Yale gratuit, Columbia gratuit, EM Lyon gratuit, effectivement, ben, EM Lyon, et énormément de grandes institutions, et ben ces gens-là se retrouvent à apprendre des choses exceptionnelles. Maintenant, projetons-nous 10 ans plus tard. Vous avez des gens qui ont appris énormément de choses et qui se présentent devant une grande entreprise. Et d'ailleurs, je ne vais pas dire française, parce que c'est la même chose aux États-Unis, c'est la même chose en Angleterre, c'est la même chose en Allemagne, c'est la même chose en Italie, c'est la même chose en Chine. On se présente avec ce genre de bagage-là devant un grand groupe et on n'a pas d'autre diplôme que Coursera. Vous pensez qu'on est recruté où? Nulle part. Pourtant, c'est une population qui a énormément de savoir-faire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ces gens deviennent? Entrepreneurs. Le taux d'entrepreneurs dans une société ne reflète que l'ensemble des opportunités qui ont été refusées à ces mêmes gens. Rien de plus, rien de moins. Et si les grands groupes veulent être sérieux par rapport à la transformation, ils ont deux choix. Ils ont un choix numéro un qui est la résilience, qui est de se dire qu'ils étaient là pendant 150 ans, donc ils seront là pendant 150. Finalement, c'est avoir une perspective historique assez limitée, vu la taille de l'univers, l'âge du monde. C'est pas parce que quelque chose a existé sur 150 ans qu'il existera encore très longtemps. Et d'ailleurs, les grandes entreprises françaises qui sont très fières de leur âge ne doivent pas oublier que leur âge reste une anecdote par rapport à l'ensemble de leur histoire et de l'histoire possible. Je veux dire, c'est un peu comme si César se disait que... Imaginez César qui débarque là aujourd'hui, ils disent où est Rome? Pourquoi personne ne parle latin? Bah oui, c'est parce que le monde évolue, parce que les choses avancent. La deuxième chose, soit elles partent sur leur résilience et elles sont obsédées par leur résilience, et il faut gérer sa résilience. Je veux dire, les grands groupes ont tous des sujets extrêmement importants, elles ont besoin de compétences extrêmement traditionnelles pour garder le plus longtemps possible leurs revenus. Mais ça ne peut pas suffire. Il faut aussi créer le monde d'après, il faut aussi créer un sujet au-delà de ça, et ça passe par le fait d'attirer des talents. Alors, et je vais conclure là-dessus. Quel est le problème? Supposons maintenant que vous ressortiez tous de cette salle convaincus qu'il faut embaucher des gens qui viennent de Coursera. Ça va être quoi le problème? Le problème, c'est que même si vous les embauchez, ils ne vont pas rester très longtemps. Pourquoi? Bah, parce que la hiérarchie, parce que la structure, parce que la politique, parce qu'à peu près tout ce qui définit les mots des grands groupes sont finalement assez ontologiquement liés aux grands groupes. Pourquoi? Parce que les grands groupes ne sont pas capables de construire leur renouveau en dehors d'elles-mêmes.
La plupart des grands groupes ont énormément de mal. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir comment les grands groupes traitent le sujet du numérique. Et ils ont tous nommé un directeur de l'innovation ou un directeur du numérique. On appelle ça les digital... comment? CDO, Chief Digital Officer. Alors, il me semble que quand l'électricité est apparue, on n'a pas nommé de Chief Electrical Officer. J'ai pas souvenir de ça. Et donc, les Chief Digital Officer, finalement, je les plains, vraiment, toute mon empathie, parce que ça veut dire que vous mettez le numérique dans une fonction support au lieu de le mettre au cœur de votre entreprise. Le Chief Digital Officer d'une entreprise, ça doit être le CEO. Soit le CEO prend au sérieux ce sujet et est convaincu au-delà des sujets de com, et il est fondamentalement convaincu qu'il y a un problème et qu'il y a une transformation à prendre en cœur, soit c'est pas très grave, un Uber à un moment se créera. Et alors, cette expression de l'ubérisation qu'on doit à Maurice Lévy, je crois, je la trouve extraordinaire parce qu'elle a capté en fait l'une des entreprises les plus violentes et les plus extraordinaires de l'histoire. Uber, on en pense qu'on veut, mais passer de 0 à 3 millions de chauffeurs en 5 ans, en termes opérationnels et exécution, il n'y a pas mieux. Et on ne parle pas d'innovation, on parle d'une app où vous appuyez sur un bouton, il y a un chauffeur qui vient. On ne parle ni de physique quantique, ni de téléportation, ni de voyage dans l'espace. On parle vraiment, vous appuyez sur un bouton, il y a une voiture qui vient. Ce qui est en fait incroyable et qui devrait tous nous faire réfléchir sur nous-mêmes, c'est-à-dire que pour nous, aujourd'hui, l'innovation suprême dans le monde, c'est des types qui conduisent des voitures. Réfléchissez à ça. Parce que, encore une fois, la technologie n'est pas le sujet important. La technologie est finalement juste un détail. Et d'ailleurs, pourquoi les Chief Digital Officers se trompent de combat? Parce que les Chief Digital Officers ont leur action autour de 3 grands sujets. Un, la relation avec les startups. Alors, les relations avec les startups, ça ne fonctionne pas pour une raison simple. On a une expression à The Family que j'adore, qui est écrite sur un mur. Le plancton ne négocie pas avec la baleine. Pourtant, le plancton vit dans l'écosystème de la baleine, mais le plancton ne négocie pas avec la baleine. La deuxième raison, c'est que ce qui définit les startups, c'est le risque. Et vous avez, quand une startup rencontre un grand groupe, vous avez une startup, c'est-à-dire un horizon de temps à la semaine, à peu près. C'est-à-dire que les gens savent à peu près ce qu'ils feront la semaine prochaine. Ça, c'est des très très bons entrepreneurs. Ils savent à peu près. À une organisation qui planifie sur l'année, voire les 3 ans. Et les deux se rencontrent. Et on se dit, tiens, c'est bizarre. D'un côté, les gens se disent, oh, il manque de structure. C'est dingue, ils sont très peu structurés, ces gens-là. Et de l'autre côté, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils sont lents. Alors que de l'autre côté, ils disent, chef, ce dossier, on le fait venir rapide. Hein. En janvier prochain, on passe en COMEX. Et la startup se dit, non mais mon Dieu, en janvier prochain, mais c'est dans 6 mois. Mais qu'est-ce que je serais mort. Et le troisième sujet, c'est que on ne peut pas mettre une startup ne peut pas se créer avec un client qui la met en dépendance. C'est un sujet extrêmement important. D'ailleurs, c'est un sujet, de toute façon, les gens perçoivent bien que c'est important. On a même créé des lois sur le sujet, qui d'ailleurs créent des histoires absurdes. On crée des faux liens de dépendance, etc. On est très gêné de travailler avec une startup. On lui demande de travailler avec plusieurs personnes à la fois. Parce que bien sûr, c'est connu, les startups ont tellement de clients qu'elles ont beaucoup de choix. Et résultat, ça crée un problème. Mais c'est un problème réel. Parce qu'une start-up, elle doit rester dans son autonomie, elle ne doit pas être un sous-traitant. Vous savez pourquoi tout le monde en France rêve de créer le prochain Google et finit en web agency? Parce qu'il rencontre un grand groupe. Et les relations start-up, grand groupe ne peuvent pas exister. C'est la première grande erreur. Les relations start-up, grand groupe, elles ont un sens seulement si la start-up développe quelque chose pour le grand groupe, ce qui veut dire qu'on parle de start-up de niche. Et c'est très rare, et alors c'est des très bonnes startups, j'en doute pas, mais ce n'est pas la majorité des startups. Et la deuxième chose, c'est que la seule chose qui fonctionne entre les grands groupes et les startups, c'est la surtraitance. Ce n'est pas la sous-traitance, c'est la surtraitance. C'est-à-dire, c'est de regarder en face que les grands groupes ont des assets, et des super assets. Ça, on peut dire ce qu'on veut sur les grands groupes. Les grands groupes ont des assets exceptionnels, et de les mettre à disposition des startups sous la forme d'une plateforme. Alors, soit d'une plateforme technique, une API, soit d'un programme, soit de quelque chose. Dans ce cas-là, ça veut dire que le grand groupe ne sélectionne pas ce que les gens font avec leur asset, mais tout simplement, comme quelqu'un qui propose une app sur l'App Store et qui se connecte à l'asset iPhone qu'on a tous dans la poche, eh ben, il construit quelque chose sur le grand groupe. Résultat, le grand groupe peut sortir de son niveau de réflexion
et les talents qui ne peuvent pas travailler pour lui peuvent quand même travailler à son service. C'est ça la vision plateforme vs la vision application. Ce qui veut aussi dire que le grand groupe doit accepter cette idée assez neutre, assez frustrante, qui n'est pas autre chose qu'une infrastructure au service de l'innovation. La deuxième action que les Chief Digital Officers adorent faire, alors je ne vais pas reparler des incubateurs, mais c'est l'ensemble de la transformation culturelle des gens en rencontrant des startups. Alors ça, par exemple, nous, c'est un truc qu'on refuse de faire à The Family. Il y a des gens qui adorent faire ça. Mon associée était la fondatrice du camping, qui est devenu le Numa. Et elle m'a dit cette phrase qui m'a fait mourir de rire. Elle m'a dit, quand je dirigeais le camping, j'avais l'impression d'être directrice de zoo. Donc il y avait des gens qui venaient rencontrer des startups, leur lancer des cacahuètes, et qui repartaient en se disant « Ouh là là, c'est formidable l'innovation ». Vous pouvez faire tous les speed dating que vous voulez de la Terre, vous pouvez faire toutes les rencontres, vous pouvez faire tout ça. Vous ne changerez pas si vous ne comprenez pas que le changement passe par apprendre de nouvelles compétences. Et apprendre de nouvelles compétences, ça veut dire se mettre derrière un ordinateur et apprendre par soi-même. Vous avez Coursera, que vous connaissez maintenant, vous en avez des centaines d'autres. Il y a énormément de savoir disponible. Vous avez Wikipédia. Vous n'imaginez pas tout ce qu'il y a sur Wikipédia. Par exemple, j'ai participé à une conférence d'actuaires. J'étais bloqué à une conférence d'actuaires. Vous n'imaginez pas, niveau jargon, les actuaires, je n'avais jamais vu ça de ma vie. Et à chaque fois que quelqu'un disait un mot, je cherchais sur Wikipédia. Et en une journée entière, je n'ai pas trouvé un seul mot qui n'avait pas une page Wikipédia détaillée. Même des mots dont je ne connaissais même pas l'existence, en fait. Je pense qu'ils sont dans aucune langue civilisée. Ils sont en langue actuaire. Et bien, la langue actuaire a été décrite dans Wikipédia. Ça, c'est une force, et c'est une force dont les gens ne profitent pas assez. Et alors, la troisième chose que les CDO adorent faire, et qui, en fait, ne résout pas grand-chose, c'est les voyages d'études. Alors, je ne sais pas qui ici a fait des voyages dans la Silicon Valley, je pense que vous êtes plein. Je vais vous raconter quelque chose qui est vraiment un sentiment d'ex-habitants de la Silicon Valley. J'avais l'impression de voir tous ces gens qui venaient à Disneyland et qui rentraient et dire à leurs amis « j'ai été dans la jungle ». Parce qu'il y a 3 palmiers et qu'il y a 3 fougères. Quand on va à Disneyland, on ne va pas dans la jungle, on ne va pas dans l'Amazonie. Il y a un décalage entre Disneyland et l'Amazonie. La vallée, on ne peut pas la visiter parce que la vallée est la première infrastructure invisible de l'histoire. La vallée ne se définit que par les gens qui vivent dedans. C'est ça, la vallée. La vallée, ce n'est pas un lieu, c'est pas la Tour Eiffel, ou c'est pas le Champ de Mars, ou c'est pas l'Opéra Garnier. D'ailleurs, quand vous allez dans la vallée, il y a toujours cet effet très surprenant. On se demande si on ne s'est pas trompé d'aéroport, si on n'a pas fini dans un bled de province, en se disant, mais c'est quoi ce truc? Si un jour, vous n'êtes jamais allé, que vous allez sur University Avenue, vous allez ne pas en croire vos yeux. C'est sans doute l'un des endroits les plus puissants du monde. Ça fait à peu près à peine la taille de l'avenue Montaigne. Qu'est-ce que je raconte, l'avenue Montaigne? Ça fait la taille de la rue du Petit Musc. Il y a une dizaine de boutiques et un coiffeur, et rien d'autre. Et vous allez voir la maison de Zuckerberg et vous dites, ça c'est la maison de Zuckerberg. Je pense que tout le monde dans cette salle peut acheter la maison de Zuckerberg, sans rire. Et pourtant, la puissance mondiale du numérique est dans cette pièce. Facebook, c'est plus d'1 milliard de personnes qui se connectent tous les jours. C'est extraordinaire en termes de puissance, de leverage, d'accomplissement. Et bien, ça ne s'exprime pas dans une infrastructure physique dans la vallée. Pourquoi? Parce que la vallée, ça ne se visite pas, la vallée, ça se rencontre. Et les gens qui organisent des tours opérateurs sont les gens de la com. Et quand vous allez rencontrer Facebook, vous n'allez pas rencontrer Facebook. Vous allez rencontrer le type de la com chez Facebook, dont le boulot est de vous dire tout ce que vous avez envie d'entendre. Par exemple, moi j'ai eu la chance d'assister à un voyage avec une équipe de Renault qui a demandé quelle technologie de pot d'échappement ils utilisaient chez Tesla. Parce que le pot d'échappement de la Twingo était un chef-d'œuvre d'ingénierie. Voilà. Bah, ça ne marche pas en fait. C'est-à-dire que quand on arrive avec autant d'a priori dans un endroit qui construit la civilisation de demain, ça ne peut pas fonctionner, on ne peut pas bien comprendre. Et tous les gens qui organisent ces voyages, etc., la seule chose qui les intéresse, c'est leur marge sur le voyage. Ce n'est pas que vous en tiriez quelque chose. Alors, je ne veux pas paraître ultra pessimiste et je vais conclure là-dessus. Je pense que le numérique et les grands groupes, il y a énormément de choses intéressantes à écrire. Je pense que sur le sujet RH et sur le sujet transformation personnelle de chacun, il y a énormément de choses à faire. Mais ça ne peut pas se faire dans l'anecdote. Ça ne peut pas se faire facilement. C'est-à-dire qu'il y a un principe très simple,
qui s'appelle le rasoir d'Occam. Le rasoir d'Occam, c'est un principe en philosophie qui dit qu'entre deux théories scientifiques, c'est toujours la théorie la plus simple qui gagne. C'est vrai dans le monde scientifique, ce n'est pas vrai dans le monde des affaires. La simplicité dans le monde des affaires, ça ne fonctionne pas. Si vous regardez à peu près toutes les révolutions dans le monde des affaires sur les 30 dernières années, elles ont toujours été contre-intuitives. Toujours. Si les startups sont tellement dures à analyser, tellement dures à comprendre, tellement dures à appréhender, c'est parce que fondamentalement, par nature, elles sont contre-intuitives. Qui ici aurait imaginé qu'un jour tout le monde aurait un ordinateur? Qui ici aurait imaginé qu'un jour tout le monde aurait un téléphone portable? Je peux vous raconter une anecdote. J'ai un petit neveu avec qui je regardais un film récemment, un grand film que tous les enfants devraient voir, Piège de cristal, Die Hard. Et à la fin, qui est pour moi un monument de mon enfance, je veux dire, Bruce Willis, tout ça. Et à la fin, je lui dis, surexcité, alors, ça t'a plu? Et là, j'ai une moue un peu étrange. Je me dis, oui, bon, mais c'est pas très réaliste quand même comme scénario. Je dis, comment ça, réaliste? C'est quoi cette histoire? On cherche pas du réalisme. Il dit, non, mais quand même, il y a de l'abus. Le type est bloqué dans un bâtiment. À aucun moment, il prend son téléphone portable pour appeler la police. Je lui dis, mais tu sais, Ali, il n'y a pas de téléphone portable à l'époque. Quoi? Et là, on est parti dans 3 heures de discussion sur comment les gens faisaient. Et j'ai eu le droit, et alors moi j'étais très gêné, je lui ai dit, écoute, moi j'ai des vagues souvenirs, parce que j'étais petit. Alors je sais que quand les gens se donnaient rendez-vous, ils se posaient beaucoup de lapins, parce que... Mais les gens se donnaient rendez-vous quand même, bah oui, oui. Et alors à distance, comment ça se passait? Et puis quand tu étais en retard, comment tu prévenais les gens? Bah tu prévenais pas les gens t'attendaient. Et c'est ça le contre-intuitif, c'est que une fois que c'est passé, aujourd'hui, qui dans cette pièce voudrait vivre sans téléphone portable? Enfin, voudrait, peut-être pas le bon mot. Qui ici pourrait vivre sans téléphone portable? Peu de gens pourraient faire ça. Pourtant, le téléphone portable, quand c'est sorti, on se demandait bien qui en achèterait. Il y avait même, moi, on m'a raconté cette plaisanterie, qui a besoin d'un téléphone portable? Le Golden Boy, comme ça, il en a un entre sa voiture et son bureau. Parce qu'à l'époque, on se disait que les seuls gens assez absurdes pour vouloir être appelés quand ils sont dehors étaient ces gens qui avaient besoin de toujours être en ligne. Aujourd'hui, on est tous en ligne. Alors, progrès, pas progrès, c'est justement tout le sujet. C'est pas comme ça qu'on pose le débat. On s'en fiche. C'est pas un débat de morale. C'est un débat d'inévitabilité. Quand vous avez un tsunami qui arrive sur vous, vous ne pouvez pas philosopher en vous disant « Tsunami, es-tu légitime ?» Non. Tsunami, il arrive, il rase tout, il prend tout. Et bien, c'est la même chose dans la révolution numérique. Et c'est pour ça que si vous êtes confronté à des solutions évidentes, si vous êtes confronté, si vous vous dites on a ce problème très grave et on a fait un brainstorming qui est donc la transformation numérique, on a fait un brainstorming et on est arrivé avec cette idée, par définition c'est une mauvaise idée parce qu'elle a l'air d'être bonne. Et je vais juste finir là-dessus, pourquoi le contre-intuitif est important. Vous avez dans le monde, vous pouvez séparer le monde des idées en 2 grands cercles. Les bonnes idées et les mauvaises idées. Toutes les opportunités entrepreneuriales ont lieu à l'intersection de ces 2 cercles. C'est toutes les bonnes idées qui ont l'air d'être mauvaises. Parce que les bonnes idées qui ont l'air d'être bonnes, vous avez déjà le monopole dessus. C'est ce que les grands groupes, c'est ce que les entreprises traditionnelles produisent à longueur de journée. Elles sont remplies de gens très intelligents qui font des brainstorming toute la journée, des réunions toute la journée, j'imagine, hein, je caricature. Ils font tout ça et à la fin, ils produisent des bonnes idées. Vous avez Orange qui se lance dans la santé, par exemple. Parce que c'est une super idée. On voit bien que le marché de la santé numérique va exploser. Pourquoi Orange échoue lamentablement dans ce marché? Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une bonne idée. Et je sais que c'est compliqué à comprendre, je sais que c'est heurtant et que c'est contre-intuitif, mais c'est parce que justement, il n'y a aucun débat sur l'idée que l'idée ne peut pas exister. Parce que les bonnes idées qui ne font pas débat, si elles n'existent pas déjà, c'est parce que personne n'en veut. C'est ça la réalité. Les vraies idées qui peuvent émerger sont les idées quand vous les entendez, vous dites non mais ça ne marchera jamais. Quand vous dites cette phrase, et si vous apprenez quelque chose dans la vallée, c'est à ne jamais dire cette phrase,
Pourquoi? Parce que dans la vallée, tout le monde est traumatisé. Par exemple, je vous ai parlé d'Uber tout à l'heure. Je peux vous parler 2 minutes de mon petit traumatisme personnel. Un jour, j'étais inscrit sur AngelList, la plateforme d'investissement. J'étais le 100e utilisateur d'AngelList dans l'histoire. Je reçois le premier dossier qui lève de l'argent sur AngelList, Uber. Je fais un coup de téléphone avec le type et je lui explique pourquoi ça ne marchera jamais. Voilà. Résultat, maintenant, je suis condamné à faire des conférences. Je plaisante. Tout ça pour vous dire qu'il n'est pas possible d'être obsédé par la bonne idée. Vous devez chercher des bonnes idées qui ont l'air d'être mauvaises. Si les idées ne vous heurtent pas, si vous n'êtes pas en inconfort, si vous n'avez pas un grand risque que ça échoue, ça veut dire qu'il n'y a pas un grand opportunité que ça réussisse. D'ailleurs, nous, à The Family, on a une petite astuce pour ça. C'est tout simplement, on n'évalue plus les idées. On a arrêté. On évalue simplement les problèmes. Parce que ça, par contre, c'est très prédictible. Au lieu de se dire, est-ce que c'est une bonne idée ou pas une bonne idée, on se dit, est-ce que c'est un gros problème ou est-ce que c'est pas un gros problème? Si c'est un gros problème, il y a bien quelqu'un qui trouvera la solution. Donc même si c'est peut-être pas la bonne solution tout de suite, la bonne équipe finira par trouver la solution. Et nous, on le voit, l'entrepreneuriat, c'est la rencontre entre le problème et les équipes. Ce n'est pas l'expression d'une excellente idée. L'idée n'est rien, l'idée est une commodité. L'idée, c'est quelque chose qu'on trouve partout. Et vous ne résolverez pas votre problème du numérique et de la transformation sans prendre très au sérieux les conditions profondes de cette problématique. Merci.